Bienvenue à vous à Urgence Santé. Je suis heureux de vous présenter ce numéro. Nous nous présentons encore une fois à Menkao où nous avons appris le passage du docteur Mouniangui qui revient justement de Maniema. Profitant de son séjour, Télé 50 a fait une fois de plus le déplacement pour avoir les quelques dernières actus en rapport avec ses recherches. Et docteur Mouniangui est avec moi dans son laboratoire. Bonjour docteur. Bonjour, Monsieur Gaëtan, bonjour à tout le monde. Alors, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons ici à Menkao, à près de 100 kilomètres de Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, c'est souvent où vous passez vos temps, ici à Menkao, dans vos laboratoires. Effectivement, je passe beaucoup de temps ici dans mon laboratoire qui est situé à 90 km du centre-ville de Kinshasa, dans un village qui s'appelle Ndakopembe. Donc en français, ça s'appelle Maison Blanche. Donc c'est là où nous passons beaucoup de temps et merci pour votre passage chez nous. Le village, c'est Maison Blanche, mais ici, vous appelez ça aussi les temples de l'Artemisia. Effectivement, nous appelons ça les temples de l'Artemisia. C'est là où nous bâtissons un lieu entre guillemets de pèlerinage, si on peut le dire. S'il y aura au moins un jour un pèlerinage pour l'Artemisia, pour savoir un peu d'où a commencé la guerre scientifique et cette révolution africaine sur la prise en charge de différentes maladies qui sévissent chez nous en Afrique et en République démocratique du Congo. Et nous voulons bâtir vraiment un temple, comme vous venez de le dire, notre temple, notre pagode de Artemisia. Alors, nous profitons de votre séjour pour que vous dites aux Quinois, aux Congolais de manière générale, ce que vous avez fait entre-temps, parce qu'il s'est passé beaucoup de jours sans qu'on ait eu vent de vos actions, de vos réalisations. Vous avez passé combien de temps comme ça au Maniema? Nous avions passé 4 mois. Je faisais 4 mois. Et donc, c'était 3 mois, quelques jours, mais en total, nous avons fait vraiment 4 mois dans la province du Maniema pour aller implanter nos activités. Et surtout, nous avions eu des travaux, des recherches en cours dans la province du Maniema, que ce soit côté malaria, Covid et d'autres pathologies. Il ne faut pas qu'on oublie, hein. Nous avons d'autres pathologies qui sévissent dans le milieu rural. J'insiste bien sur le terme, dans le milieu rural. Et nous sommes de retour à Kinshasa pour nous ressourcer, pour continuer à travailler. Et nous venons du terrain. Voilà, vous venez du terrain, excusez-moi, vous n'avez même pas eu le temps de vous reposer, que rapidement nous sommes venus vous rejoindre ici. Donc ce n'était pas des moments de pèlerinage ou de moments où vous avez flemmardé à ne rien faire. Vous étiez à la fois dans les recherches, mais aussi dans la charité, dans les œuvres caritatives. On va le voir. On va commencer par la première œuvre dont les images nous sont parvenues, ce que vous avez lancé une recherche sur le paludisme. Vous allez nous donner un peu plus de détails sur cette recherche parce qu'il ne s'agit pas de la première recherche lancée contre le paludisme, c'était toujours dans le Maniema où on a vu le docteur Mouniangui distribuer lui-même des médicaments aux enfants dont l'âge varie entre 2 à 5 ans. Ce sont des images intéressantes à voir, je vous invite à le regarder et puis on se retrouve tout à l'heure. Pour réaliser cette étude, le docteur Mouniangui a distribué des tisanes à 250 enfants de 3 à 5 ans afin d'évaluer l'efficacité de l'Artemisia annua et afra dans la prévention du paludisme à Plasmodium falciparum non compliqué. Une étude de haute portée scientifique puisqu'elle permettra de fournir des données immunologiques sur l'impact du traitement préventif. Le chercheur congolais ne dort pas sur ses lauriers aussi longtemps que cette maladie infectieuse demeure un fléau dans son pays et particulièrement en milieu rural scolaire. C'est aussi dans le but de répondre à la vision du chef de l'État sur la couverture sanitaire universelle que cette étude a été lancée par le chercheur congolais, une recherche préliminaire dont les résultats seront connus au bout de 90 jours. À côté de ces recherches scientifiques, le chercheur congolais reste aussi sensible aux autres problèmes qui touchent l'avenir des jeunes Congolais. Sa fondation a remis des ordinateurs à la communauté des Sœurs du Divin Maître de Kakoutia, avec qui un partenariat a été signé dans le cadre de la formation des jeunes écoliers en informatique. Ben voilà, merci d'avoir regardé ces quelques images plutôt. Vous avez sans doute remarqué que c'était intéressant. Docteur, ce sont les enfants des gens, les enfants maniéens, à qui vous donnez des tisanes comme ça pour boire une recherche. On a vu des explications, d'autres mots sont un peu compliqués.
Vous pouvez nous donner en résumé, il s'agit de quoi? C'est quoi la finalité? C'est pour 90 jours? Vous êtes ici, vous allez retourner ou comment? Merci beaucoup, M. Gaëtan. En venant en République démocratique du Congo, j'avais déjà un programme. Un programme qui est tracé selon les recommandations internationales. Comme je peux dire, notre gendarme, notre police, qui s'appelle Organisation mondiale de la santé. Et après, nous avons aussi adapté notre programme aux conditions ou aux règlements, aux réglementations nationales du ministère de la Santé, donc chez nous en République démocratique du Congo. Donc il y a deux questions qui fâchent dans la prise en charge du paludisme avec l'artémisia, parce que nous ne parlons que de l'artémisia. Avec l'artémisia. L'OMS a fait un communiqué en 2019 où je suis cité nominément par l'Organisation mondiale de la santé. On dit que Munyangi fait des recherches sur les enfants sans qu'il y ait des soubassements immunologiques. Vous savez, la tranche d'âge la plus touchée, ce sont les enfants de moins de 5 ans, peu importe l'âge, mais en nous prenant seulement moins de 5 ans, ce sont la tranche d'âge la plus touchée, plus les femmes enceintes. Donc ce sont les personnes les plus exposées au paludisme en Afrique. Comme la RDC, c'est le deuxième poids africain et mondial même sur tout ce qui est pathologie. Donc on vous reprochait de n'avoir pas assez de données scientifiques. Exactement. On me reprochait de ne pas avoir assez de données scientifiques quant à la prévention. Nous avions constaté, ça ce sont des faits, des hypothèses, si on peut le formuler comme ça sur le plan méthodologique et scientifique, on nous a reproché que les gens qui prennent de l'artémisia, bien sûr on a constaté une immunition, ça veut dire que les personnes sont protégées quand elles prennent de l'artémisia, mais il n'y a aucune étude mondiale aujourd'hui qui prouve que une personne qui prend de l'artémisia au bout pendant un temps X peut ou ne pas contracter la malaria pendant un temps Y. Voilà. Ça, c'est là. Moi, ça m'a tiqué. C'était une question que l'OMS nous a... Je me rappelle, c'était au Forum mondial, c'était à Lyon en 2019. Qu'on m'a posé cette question, je n'avais pas de réponse. Il y a un deuxième problème, quand vous parlez de la recherche du Maniema, le deuxième problème, l'OMS nous a dit que la pression que vous exercez, donc au fur et à mesure que vous donnez des gens de l'artémisia, vous pouvez générer au sein de ces personnes qui prennent de l'artémisia, aux consommateurs de l'artémisia, de la résistance à l'artémisinine. On rappelle que dans l'artémisia est constituée de plusieurs molécules et l'une des molécules principales s'appelle artémisinine. Qu'on utilise dans les médicaments. Exactement, qu'on utilise, tout ce qui est artésinate, tout ce qui est dérivé d'artémisia, tout ce que les gens prennent dans le milieu pharmaceutique contre la malaria. Alors l'OMS nous a indexé, personnellement, parce que je suis cité dans ces rapports de l'OMS. C'est à cause de ça qu'on vous a fait passer pour un charlatan? Exactement, comme ça on m'a passé pour un charlatan qui n'a pas assez de données scientifiques pour défendre ses idées. Et moi, ma réponse était seulement à l'OMS, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas de cadre. Comment voulez-vous que je vous réponde à des questions qui touchent la politique nationale, ou nationale que je peux dire dans tous les pays africains, et internationales, parce que ça touche la malaria aujourd'hui, c'est un des problèmes, c'est un fléau mondial. Donc si vous nous dotez des moyens, c'est d'ailleurs l'objet d'un manifeste que j'ai déposé à Lyon, à la conférence du Fonds mondial qui s'appelle « Manifeste du monde médical africain ». Oui, nous reconnaissons nos insuffisances, mais ces insuffisances peuvent être résolues par des recherches cliniques. Voilà, c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui, quand nous avons des cadres, nous avons pris du temps pour construire ces cadres, et que ce soit politique et scientifique, et surtout de terrain. Et je suis descendu au Maniema pour répondre à l'Organisation mondiale de la santé, pour répondre à la communauté internationale qui m'a posé cette question. Ça date de... C'est un défi que vous relevez contre l'OMS. Oui, et bon, je peux dire contre la communauté internationale, parce que l'OMS, c'est ensemble des bailleurs de fonds, de gouvernements, même la RDC. C'est un défi que je me suis donné
en acceptant de retourner à Kinshasa, je me suis dit, je dois répondre à 2 questions de l'OMS. C'est facile à répondre. Ça va me prendre une année pour répondre à cette question, mais je vais répondre quand même à ces questions. 2 questions. Comment l'Artemisia protège, surtout la tranche d'âge de moins de 5 ans et les femmes enceintes? Comment l'Artemisia peut ou ne pas induire la résistance à l'artémisinine, donc aux médicaments qui sont utilisés actuellement dans le traitement de la malaria. Donc les 2 questions de recherche m'ont tellement pris du temps. Oui. Voilà. Et là, je suis en train de chercher, et les recherches sont en cours pour chercher des pistes, des réponses. Dites, ça va vous prendre une année, alors que dans le reportage, on parle de 90 jours. Et aussi, il y a quand même un point soulevé qui me paraît essentiel. Vous parlez de la malaria en milieu scolaire. C'est la cause aussi de l'absentéisme, des échecs et autres. Donc vous êtes préoccupé aussi par le souci de voir notre jeunesse émerger. Tout à fait. Ça c'est vraiment un grand souci. Comme je disais tout à l'heure, que la tranche d'âge la plus touchée dans le cas de paludisme, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Et notre préoccupation, c'est de répondre à cette question-là de l'Organisation mondiale de la santé, que pour l'OMS, nous sommes en train d'exposer ces enfants. Lorsque nous réduisons, parce que quand on donne beaucoup d'artémisia pour l'OMS, on est en train de réduire l'immunité, donc le soldat, tout ce qui peut combattre contre la malaria. Mais nous disons c'est faux, d'ailleurs nous augmentons cela. Alors il faut que nous ayons une recherche qui prouve que nous avons augmenté. C'est pourquoi j'ai pris une année, parce que le temps de finir la recherche, de documenter cela, et de publier cela dans des grandes revues internationales pour qu'on sente que nous avons un message à donner à la communauté internationale, ça peut prendre du temps. Je n'ai de l'expérience avec tout ce que j'ai fait comme recherche au Maniema, ça prend du temps. J'ai commencé les essais cliniques en 2015, je les ai publiés en 2019 pour que la communauté internationale et l'OMS se contredisent cela en 2020. Donc vous voyez, voilà un peu, ça a pris 5 ans pour qu'on accepte une idée que j'avais émise dans un village au Maniema. Est-ce que vous êtes encore les bienvenus dans les grandes revues scientifiques? Oui, La médecine. je crois que... On va bien vous accueillir. Je crois qu'on va bien nous accueillir, parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 camps dans un monde scientifique. Vous avez les orthodoxes et vous avez les dissidents. Nous sommes dans la classe qu'on nous appelle les dissidents, parce que pour nous, les serments que nous avons prêtés lorsque nous avions fini nos études en médecine, nous avions juste dit que non, nous allons soigner, hormis tout ce qu'il peut y avoir comme nos convictions politiques, religieuses, ainsi de suite. C'est l'humain qui nous intéresse et la vérité scientifique. Malheureusement, nous sommes dans cette dictature médico-scientifique à laquelle nous assistons aujourd'hui, où les revues scientifiques sont contrôlées par des bailleurs de fonds, les financements même, les subventions sont contrôlées par des bailleurs de fonds, mais malgré cela, nous cherchons toujours les voies et moyens pour faire entendre notre voix, qui est la voix du peuple. Vous avez évoqué la question du financement à 2 reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même financé? Vous faites avec les moyens de bord? Nous faisons avec le 2. Heureusement, les cadres qui nous accueillent aujourd'hui, les laboratoires en place, c'est un financement, c'est une subvention du Fonds de promotion industrielle, donc il s'appelle FPI. Je remercie vraiment les autorités. C'est le pays qui vous finance. Le FPI nous a financé pour la construction de laboratoires, mais pour la recherche, pour la suite de la recherche, ça doit avoir d'autres subventions. Comme ce que nous faisons au Maniema, ce n'est pas avec le financement du FPI, ça nous le faisons avec le moyen de bord. Parfois, nous prélevons même dans notre maigre salaire qu'on nous donne pour que nous puissions faire notre recherche, pour qu'on lance, plutôt qu'on réponde à ces défis internationaux. J'ai au Maniema, ce que le docteur a fait avec son équipe lorsqu'il est passé tout récemment, c'est qu'ils ont offert des soins, des chirurgies gratuites aux habitants de Maniema. Les gens qui avaient des hernies, on nous met les images en fond alors que je suis en train d'expliquer. Des personnes malades pendant beaucoup d'années qui ne savaient pas où aller se faire soigner. Le docteur Munyangi a fait déplacer toute une équipe des chirurgiens. Ce sont les images que vous êtes en train de voir. J'ai eu le temps de me renseigner un tout petit peu. La situation était catastrophique à Kalima, à Pangui, dans d'autres lieux et également. Les gens, pour eux, c'était vraiment comme un messie qui est arrivé. Le docteur Munyangi va répondre à quelques questions en rapport avec ces soins gratuits qu'il a mis à la disposition de sa population. Alors vous êtes devenu un philanthrope aussi. Ça vous préoccupait aussi. Ça, c'est ni Covid-19, ni paludisme, mais vous avez quand même soulagé la population.
Malheureusement, ça peut être mal interprété aussi ailleurs. Oui, mal interprété, mais Pourquoi avoir fait ça d'abord? Parce qu'il faut répondre à des questions cruciales. Il faut répondre à des questions de santé. C'est Gaëtan. Je suis arrivé dans ce milieu-là, chez moi, dans la province du Maniema. Et bien sûr, je suis parti faire autre chose. Mais quand je regarde qu'il y a de personnes qui décèdent avec les étranglements, hernie, ça peut être inguinoscrotal, scrotal ou ombilical, peu importe les hernies comme on peut les catégoriser. Mais je vis des gens décédés. Mais ils avaient palu, ils sont venus avec palu, mais quand je regarde, nous faisons la consultation, nous trouvons que ces gens ont des tuméfactions, ont de masse qu'on appelle le masse inguinale, et qui sont plutôt localisées au niveau de la région inguinale, ainsi de suite. Mais nous nous sommes dit, mais c'est vraiment un vrai problème, c'était vraiment grave. Et si nous fouillons dans notre littérature médicale, on nous apprend que la catégorie où les gens qui sont plus exposés à des hernies, ce sont les gens qui vivent dans le milieu rural. Ça encore, ça m'a touché. Donc, vous voyez des gens qui sont cultivateurs, les femmes, ménageurs, pêcheurs. Et aussi chez nous, je suis aussi une province minière, hein. Comme aujourd'hui, la RDC, scandale géologique, scandale de mine. Mais pour nous, c'est scandale aussi de toutes les maladies qui peuvent être liées à l'exploitation artisanale de minerais. Vous arrivez chez moi, vous trouvez des gens, des creuseurs qui ont de grosses hernies et qui ne savent pas comment aller se soigner. Et quand on regarde aussi le coût des opérations, ça coûte trop cher. En plus, les techniques utilisées par des médecins, parce que nous sommes dans une profession où les gens doivent apprendre tout le jour. C'est la mise à jour, si je peux dire, la mise à jour ou même le renforcement des capacités de médecins. Et je discutais avec plusieurs collègues médecins qui m'aidaient dans mes recherches, mais j'ai compris qu'il y avait encore des anomalies. Il fallait appeler des spécialistes. Donc vous avez fait déplacer une équipe, une grande équipe des médecins, des chirurgiens de Kinshasa jusqu'au Maniema. On nous apprend aussi par nos correspondants là sur place que vous aviez prévu traiter 100 personnes, mais malheureusement il s'est fait que la demande était allée au-delà de ce que vous aviez prévu et vous avez fait avec. Exactement. C'est ça aussi ce qu'ils répondent. Quand vous faites une recherche et vous trouvez qu'il y a d'autres besoins, c'est une question très capitale. Et je fais une parenthèse. Quand je veux vous aider, je dois savoir quels sont vos besoins. Il ne faut pas que moi, je vous impose mes besoins. Quand je suis parti faire une recherche pour la malaria, j'ai compris que le besoin de cette population-là, cette catégorie de personnes-là, c'était autre chose. C'est la même chose que nous sommes en train de voir avec les communautés internationales. Quand on veut nous financer pour Covid, et nous, on a notre problème, nous, à RDC, c'est paludisme. C'est tude. Nous sommes deuxième poids africain. Ça veut dire que nous payons plutôt le poids de tout ce qui est morbidité, mortalité, ainsi de suite, absentéisme scolaire, comme dont vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai compris que le besoin réel de cette population-là, il fallait que j'aide aussi cette catégorie déjà. Ce n'était pas prévu pour moi. Nous avons créé autre chose et nous avons soigné. Et nous nous sommes retrouvés que on voulait plus opérer les cas des hernies, mais il y a autre pathologie, beaucoup plus chirurgicale, de pathologies liées beaucoup plus au côté gynécologique. Nous avons trouvé des fistules, nous avons trouvé des kystes, nous avons des kystes ovariens, nous avons trouvé des appendicites qui étaient déjà enflammés, ainsi de suite. Mais nous devions intervenir sur ces gens-là. Même des cas des amputations, parce qu'on a eu des cas, on a imputé des gens qui avaient des jambes qui étaient déjà gangrénées, la gangrène. Donc, on devait aider ces gens-là. Mais j'étais en train de soigner de l'autre côté la malaria, mais il y a un autre problème. Mais ça répond aussi à une politique nationale ou internationale aujourd'hui que le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. Il a créé toute une coordination qui s'appelle la couverture maladie universelle, couverture santé universelle. Dans cette couverture-là, nous avons un sérieux problème, l'offre et la demande. L'offre, ça veut dire qu'il y a les gens qui viennent pour se soigner, mais ces gens-là n'ont pas de moyens pour venir se soigner. Et nous voyons en République démocratique du Congo, les gens qui font des campagnes, ce doivent être des ONG internationales. Mais je me pose la question, qu'est-ce qu'une ONG internationale ? Parce que quand je suis arrivé sur le terrain, on avait prévu 100 malades, nous sommes allés au-delà de ces malades-là, avec le maigre moyen récolté en RDC, un salaire d'un seul conseiller.
Mais si nous mélangeons nos salaires, si nous mélangeons le minimum de ce que nous gagnons seulement pour répondre aux besoins de la communauté, je crois que la RDC peut répondre aux besoins de la santé. Et aujourd'hui, les sociales, qu'on dise partout, mais la santé, je peux dire, c'est ça même le piédestal. Je peux dire même les piédestals, les fondements, la fondation, le socle même du social du peuple d'abord. Les slogans. Ça doit passer par la santé. Alors là, vous avez fait un appel aux autres, peut-être conseillers, députés, ministres, à contribuer aussi dans la mise en place de cette couverture sanitaire universelle. Rapidement, avant de passer à la question de la Covid-19, nous allons terminer par là. La médecine traditionnelle ne répond pas à ce problème des hernies et autres. Non, il y a trop les vrais problèmes. Hein. Moi, je ne brime pas, je ne rejette pas cette médecine traditionnelle, mais c'est notre politique qui n'aide pas à encadrer cette catégorie des gens. Mais je pense que si nous voulons avoir notre indépendance, si nous voulons avoir notre autonomie en tant que pays, en tant qu'une communauté, nous devons encadrer notre propre médecine. On ne va pas accepter ce qui vient de l'extérieur si nous n'avons pas d'abord maîtrisé ce qui est à l'intérieur. Et la médecine traditionnelle africaine fait partie de nous en tant qu'Africains, en tant que Congolais. Donc, la médecine traditionnelle encadre. Hein, il y a des traitements, non, il y a les hernies, ainsi de suite. Mais quand vous allez au fond, ce sont les gens qui ne connaissent même pas diagnostiquer la maladie. Et ils ont des recettes. Hein, mais ces recettes qui doivent être prouvées par des évidences scientifiques. C'est ainsi que, depuis le début de notre combat, nous avons dit, nous sommes l'intermédiaire, nous sommes la charnière entre la tradition médicale africaine et la modernité. Vous faites un peu le syncrétisme. Je suis au milieu. Nous sommes au milieu. C'est à cause de cela qu'on peut facilement vous appeler un tradipatricien ailleurs. Hein? Je m'en fous complètement de ce que les gens peuvent m'appeler tradipatricien. Je pense que c'est eux qui sont plus traditionnels parce qu'ils sont orthodoxes. Ils répondent à la tradition de l'Hippocrate. Moi, je réponds à la tradition africaine. Oui, tout est tradition. La médecine, elle est tradition, en fait. La médecine, elle est tradition. Et répondre à la tradition de l'Hippocrate, moi, je ne suis pas grec, je suis congolais. Vous êtes congolais et de plus en plus panafricaniste. Ça, c'est sûr. Je défendrai toujours les africaines, l'indépendance médicale et sanitaire Dernière africaine. Question, docteur. Vous êtes monsieur Covid de la RDC. C'est sur ce terrain-là que tout le monde vous attend. Ouais. Si vous pouvez nous dire ce que vous avez fait entre-temps pour la Covid-19. Nous sommes maintenant au mois de février. À quoi devons-nous nous attendre vers la fin de l'année? C'est à cette question principale que le Congolais vous attend de répondre. Docteur Munyangi est arrivé dans un milieu qui était bien... dans un système, hein, dans un système, et j'étais qu'un pion dans ce système-là. Soit les gens qui jouent aux dames, soit on pouvait bien me bouffer rapidement, et soit je pouvais aussi jouer et que le pion puisse aller aussi damer les autres. Et malheureusement, au début, on a failli vous bouffer. On a failli vraiment me bouffer, mais trop vite, je me suis ressaisi et je me suis récupéré pour que je continue mon combat. Ce qui concerne Covid. Et aujourd'hui, le produit qui s'appelle Arti-Covid, qui est issu de notre laboratoire, là où vous êtes, a fait de merveilles au Congo central, au Maniema, à Goma, à Ituri, et même ici à Kinshasa, nous avons soigné les gens. Mais malgré cela, parce que ces gens-là répondent aux us et coutumes qui sont dictés par c'est pas des dogmes scientifiques auxquels ils répondent, mais nous continuons, nous travaillons. Je suis fier quand je vois mes malades soignés par Arti-Covid et je vois des grandes autorités de ces pays, sanitaires, politiques, soignés par Arti-Covid et qui viennent vous témoigner. Et merci, bravo. Ça nous intéresse beaucoup plus. Parce que quand je prêtais le serment de médecin, premièrement, je devais d'abord soigner. C'était le serment d'Hippocrate. C'était le serment d'Hippocrate. C'était pas le serment congolais, hein, docteur. Bon, désolé, parce que si j'étais pour qu'on revoie ces serments, de toute façon, si on entre un peu dans les trucs, Hippocrate a étudié en Égypte, et Égypte qui dit Égypte, j'étais africain, donc c'est pas le serment d'Hippocrate, ça doit être le serment d'Égypte si on allait, désolé, ça c'est un autre débat. D'accord. Donc, mais pour moi, le vrai problème, est-ce que je suis content quand le malade me dise merci, ou quand une communauté, comme une dictature, me disent que tu n'as pas répondu à nos obligations. Donc, je considère
tout ce qui est réglementation, tout ce qui est ceci, c'est vraiment une dictature qui doit répondre à certaines normes, mais le vrai problème pour nous, c'était de soigner. Et Congo Central, je crois que plutôt Télé 50, vous pouvez aller au Congo Central, vous pouvez aller au Maniema, vous pouvez aller à Ituri, vous pouvez aller à Goma, et vous pouvez venir ici à Kinshasa, vous allez trouver les malades qui ont été soignés uniquement par anti-Covid et qui nous disent merci. Ça, merci. En 30 secondes, on a levé le couvre-feu. Qu'est-ce que le docteur Mouniangui en dit? C'est ça, c'est ce que je dis. Je peux pas, désolé si je parle ça de l'incompétence ou du quoi, je peux pas parler de l'incompétence, mais je dois juste dire que nous avions montré un peu nos insuffisances face à cette pandémie de Covid-19. On doit dire la vérité à la population, qu'on ne maîtrise pas bien cette pandémie et que nous puissions nous consacrer à nos maladies qui nous intéressent beaucoup plus. Parce que vous donnez, vous levez, on lève, pas vous levez, nous levons tout ce qui est couvre-feu, nous gardons d'autres mesures barrières, nous vaccinons les gens, mais nous disons qu'il faut porter le masque, ainsi de suite. Ça veut dire tout ce que nous avons comme solution tout ce que nous avons comme solution ne répond pas aux besoins de la maladie. Donc nous devons encore continuer à chercher. D'où la question de la recherche qui doit être continuée. Votre présence aussi pour contribuer avec les idées, docteur. Vous êtes là aussi pour donner des solutions, les vraies alors. Non, mon rôle, c'est limite à donner des solutions, pas à les appliquer. Vous avez donné des solutions qui n'avaient pas été prises en compte? Bon, je ne sais pas dire que c'est un peu pris en compte, mais moi, mon rôle consiste à donner seulement des solutions, pas à les appliquer. Donc, docteur Mouniangui est contre la levée du couvre-feu? Non, je n'ai pas dit que je suis contre. Ça montre un peu ce que nous avions proposé avant. Ils viennent juste de répondre maintenant. Donc, ce que je dis, nous donnons juste des solutions, c'est à eux de les appliquer. Merci, docteur Mouniangui. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes dans le laboratoire du docteur Mouniangui, à 90 km de Kinshasa, comme je l'avais dit au début de cette émission. C'est un grand bâtiment en construction. Vous voyez dans les images les quelques emplacements, les quelques matériels et matériaux des laboratoires mis en place. Et d'ici la fin de l'année, ce sera un laboratoire complet dans lequel il y aura beaucoup d'analyses, des recherches également. Nous serons là en train de suivre de très près l'évolution des sujets, des recherches du docteur Mouniangui. Quant à moi, je vous dis au revoir.